Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce jeudi, la réunion ce matin du Comité national pour la sécurité et la sûreté maritime. Partenaires, concessionnaires et professionnels du secteur ont discuté de l'intérêt fondamental du dit comité. Les précisions tout à l'heure en début de journal. L'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, devant la presse ce matin. Objet de l'exercice, le rapport d'audit des marchés passés en 2012. Avancé, enregistré, dit-on, goulot d'étranglement à corriger aussi. Enfin, l'apothéose hier au Palais des Congrès de Lomé, des journées AIEF, un grand concert a marqué l'événement pour l'épanouissement et le développement spirituel des jeunes de ce 7e camp mondial. Bonsoir à tous. D'abord, le Comité national pour la sécurité et la sûreté maritime. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure. Il s'est réuni en séance de travail ce jeudi. En toile de fond, les tests portant création du dit comité. Les précisions quoi siglées, Sylvain Abdou. Piloté par le ministre en charge des Transports, le Comité national de sécurité maritime est un instrument juridique créé par le chef de l'État Faure Gnassingbé pour renforcer les mesures de sûreté et de sécurité en mer. Cette première réunion du dit comité est consacrée à la définition des axes prioritaires de sa feuille de route en vue de répondre aux attentes des autorités. D'abord, pour se connaître et puis essayer de faire le tour du contenu de la mission, c'est-à-dire des priorités que de la tâche que la mission aura à mener. Et donc, c'est essentiellement l'objet de cette réunion. Elle est importante pour nous, pour lancer les membres, mettre les membres au travail. Cette unité est composée de concessionnaires, d'opérateurs et représentants des services de sécurité et de défense avec pour mission spécifique la gestion efficace et efficiente de l'espace maritime. Nous devons proposer au gouvernement des mesures allant dans le renforcement de la sûreté au niveau de notre port et du port de l'appontement de Kwémé. L'un des axes, par exemple, c'est de mettre en place une coordination au niveau des acteurs pour apporter plus de sûreté aux installations portuaires. Nous avons parlé, par exemple, de la mise en place d'un bureau d'information maritime. Il faudrait que ceux-là qui sont intéressés par le port autonome de Lomé et qui se trouvent de l'autre côté du Togo sachent à chaque instant que le port autonome de Lomé offre beaucoup de sûreté et qu'ils peuvent venir mener leurs activités, peuvent transporter leurs marchandises, leurs produits à destination vers le port de Lomé. À cette réunion, chaque membre a été instruit sur le rôle qui lui est dévolu dans la chaîne de mission confiée à cet organe stratégique. Le Comité national de sécurité maritime se doit d'être aguerri pour se prémunir contre toute menace, surtout à l'heure où le Togo se prépare pour le grand sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement. La finance inclusive maintenant, le Mali se met à l'école du Togo. Une délégation de ce pays est arrivée chez nous. Séance de travail aussitôt avec le Fonds national de la finance inclusive et ses partenaires. But du séjour, s'inspirer de l'expérience congolaise appuyée, vous le savez, par le Bénin. La rencontre, le reportage de Prudence Issou. Bien, un petit souci apparemment, visiblement donc par rapport à ce sujet sur lequel nous reviendrons dans le courant de cette édition. L'actualité, c'est aussi ce rapport d'audit des marchés conclu en 2012, nous l'annoncions aussi en titre. L'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, était devant la presse ce matin pour les détails, alors que notons des avancées certes, des goulots d'étranglement aussi. Victorine Aïssa Lucassi.
La foire des jeunes entrepreneurs à Djafi, c'est du 26 août au 9 septembre prochain. Une plateforme qui va permettre aux jeunes entrepreneurs de s'identifier et faire valoir leurs compétences et aptitudes dans un certain nombre de domaines. C'est donc pour réussir ce pari que ces jeunes exposants sont formés sur les différents mécanismes pour réussir dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'affaires. Le Conseil national de la jeunesse voudrait permettre à ces jeunes entrepreneurs de rendre professionnelle leur activité et de perfectionner leur entreprise. L'avantage spécifique de ces sessions de formation cette année, c'est le caractère pratique des formations qui seront données à ces jeunes. Plusieurs partenaires accompagnent cette initiative qui promeut l'entrepreneuriat des jeunes. S'inscrivant dans la même ligne que les autorités de ce pays qui considèrent qu'il faut accorder du prix à toutes les actions visant au renforcement et à l'épanouissement de la jeunesse, la brasserie souhaite témoigner de sa disponibilité à accompagner la jeunesse dans tous les efforts qui peuvent être faits dans ce sens. Communication et marketing d'entreprise, civisme fiscal et gestion administrative, voilà les différentes communications qui vont meubler cette session de formation qui se poursuit demain à l'OTR. Et voilà, vous avez suivi le sujet sur une séance de formation destinée aux jeunes entrepreneurs. Beaucoup participent d'ailleurs bientôt à cette foire à Djafi. Vous verrez là-dessus donc le sujet, le compte rendu de Rachel Awoukou. L'actualité, disais-je tantôt, c'est aussi ce rapport d'audit des marchés conclu en 2012. L'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, était devant la presse ce matin pour les détails. Que notons des avancées certes, des goulots de trinquement aussi. Victorine Aïssa Lucassi. Le Togo s'est engagé depuis quelques années dans l'optimisation efficace des recettes pour la réalisation des projets de développement en faveur des populations. La mise en place d'une série de mesures, notamment la création de l'OTR et l'instauration des contrôles périodiques de l'action des institutions de l'État, en sont une illustration. Dès lors, les autorités sont de plus en plus regardantes dans les procédures de passation des marchés publics. Et justement, au titre de l'année budgétaire 2012, l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, a commandité un rapport d'audit des procédures de passation et d'exécution des marchés publics dans le pays, pour ainsi s'assurer du respect des dispositions et procédures contenues dans le Code des marchés publics. L'analyse des résultats est ici présentée au public. Un certain nombre d'irrégularités ont été relevées par le cabinet. Et ils sont de différents ordres, de l'absence d'inscription des marchés dans les plans de passation, à des marchés qui sont passés et qui sont approuvés par des autorités qui n'en ont pas la compétence, des irrégularités de différents ordres. Mais il faut retenir que cela concerne une année, l'année 2012, qui est la première année au cours de laquelle tous les textes et tous les organes qui s'occupent de la gestion des marchés publics ont fonctionné normalement. Au-delà des efforts faits par les autorités contractantes depuis 2012 pour favoriser une meilleure application des tests et améliorer davantage le système des marchés publics, des suggestions ont été faites par le cabinet d'audit Grant Thornton du Sénégal. Les recommandations ont trait au respect de ce qui est inscrit dans le Code des marchés publics. Avant tout achat, on doit inscrire le marché dans le plan de passation de marché. Et après avoir déroulé la procédure, on doit pouvoir faire approuver le marché par une autorité, l'autorité approbative. On ne doit pas ne pas approuver un marché et commencer l'exécution. Cette mission de contrôle, qui est à sa troisième phase, après celle de 2010 et 2011, a pris en compte 31 autorités contractantes accumulant un total de 831 marchés, tous par mode de passation confondus, et représente un volume monétaire de 93 milliards 26 millions de francs CFA.
La suite est ce communiqué du président de la Commission nationale du Hajj, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales. Sur instruction du président de la République, la Commission nationale du Hajj a dépêché du 8 au 16 août 2015 une mission de prospection et de négociation en Arabie Saoudite, conduite par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, vice-président de la Commission nationale du Hajj. Au retour de cette mission, la Commission nationale du Hajj s'est réunie ce jeudi 20 août 2015 afin d'examiner les résultats obtenus. Ainsi, les négociations ont abouti à la baisse du prix du Hajj 2015. En définitive, le prix du Hajj 2015 est ramené de 2 150 000 francs à 2 50 000 francs CFA. Voilà ce que dit ce communiqué du président de la Commission nationale du Hajj. Et justement avec nous sur ce plateau, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir monsieur. Vous êtes par ailleurs le vice-président de la Commission nationale du Hajj et c'est d'ailleurs à ce titre-là que vous avez été dépêché en Arabie Saoudite, tel que l'a précisé tout à l'heure le communiqué tout à l'heure. Vous étiez en Arabie Saoudite et pourquoi faire justement? Merci pour cette opportunité. Donc si mes souvenirs sont bons, le 22 juillet 2015, à l'issue d'une séance de travail, la Commission nationale du Hajj avait fixé le prix du Hajj cette année à 2 150 000 francs. Il y a plusieurs rubriques qui conditionnent le prix du Hajj. Il y a le transport, il y a le logement, il y a le passeport, il y a les taxes de l'aéroport, ainsi de suite. Cette année, la particularité pour le Hajj au Togo, c'est que nous avons 2 compagnies aériennes qui vont transporter nos pèlerins. Par le passé, c'est la compagnie éthiopienne qui a toujours amené nos pèlerins. Mais cette année, il y a une compagnie saoudienne qui participe au transport des pèlerins. Et les offres de ces 2 compagnies ont conditionné le prix du Hajj au départ. Parce que de la compagnie saoudienne, le prix du billet revenait à 1 950 $ par pèlerin. Tandis que Askai, qui est une compagnie nationale, nous a proposé 1 840 $. Donc entre les deux, il y avait une grande différence. La compagnie saoudienne n'a pas un bureau ici avec lequel il fallait négocier. Donc, comme le dit le communiqué, sur instruction du chef de l'État, j'ai eu l'honneur de conduire une délégation en Arabie Saoudite du 8 au 16. Dans cette délégation, il y avait le directeur de l'aviation civile, il y avait les représentants des agences et de l'Union musulmane. Nous avons eu à échanger avec la compagnie saoudienne, Flynas. En Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, précisément à Jeddah, sur le prix qu'ils nous proposent. Parce qu'il était quand même inconcevable. Une compagnie nationale nous propose 1840 et une compagnie étrangère 1950 $ le billet. Après discussion, ils se sont ravivés sur le prix que nous propose Askai, c'est-à-dire 1840. Ça permet à la commission de gagner 110 $. Ensuite, il y a un deuxième paramètre, c'est le logement. Une première délégation qui était partie avait retenu pour le logement des logements de 2600 rials par pèlerin. Souvent, nous définissons 3 critères. Rial, c'est la monnaie locale. La monnaie locale. Le rial, c'est la monnaie de l'Arabie Saoudite. Nous retenons 3 critères pour le logement. La proximité avec la mosquée de la Mecque, la propriété et le prix. Donc, la première délégation qui était allée au moment du Ramadan avait trouvé des logements à 2600 rials. Donc, il fallait, dans ce cadre aussi, essayer de militer pour ramener les logements un peu à la baisse. Nous avons eu des propositions. Après discussion, là-bas aussi, nous avons réussi à obtenir une baisse du logement. C'est-à-dire, au lieu de 2600 rials, nous avons obtenu des logements à 2000 rials, aussi bien à la Mecque qu'à Médine. Donc, au retour de cette mission, il va de soi, avec les 2 baisses que nous avons obtenues, et aussi bien du côté transport que du côté du logement,
Je crois que le chef de l'État a instruit la commission de revoir à la baisse le prix du Hajj, ce qui nous ramène à 2 millions 50 000 francs CFA au lieu de 2 millions 150 000 francs CFA. Ça fait une réduction sur le coût global de 100 000 francs. Ça fait une réduction de 100 000 francs par pèlerin. Voilà. Et vous avez donc longuement déjà expliqué d'ailleurs comment vous êtes arrivé donc à ce nouveau tarif et les lignes définies. Alors le départ pour les pèlerins, c'est très proche. Les départs, nous avons les dates de départ pour nos pèlerins. Donc selon le calendrier des avionneurs, le départ est fixé pour les 14 et 15 septembre 2015 et le retour 13 et 14 octobre 2015. Et justement, comment vous organisez déjà pour ce départ-là, pour le convoi de ces pèlerins? Pour ce départ, je crois au niveau des agences, les enregistrements ont commencé depuis le lancement du Hajj, c'est-à-dire depuis le 22 juillet. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons un effectif, disons, qui répond au quota du Togo. Le quota de notre pays pour le Hajj est de 1625. 1125. Donc les agences ont enregistré ce qu'il faut. La production des passeports a commencé. Donc on attend peut-être d'ici une semaine, 2 semaines, l'arrivée d'une délégation saoudienne qui va poser les visas dans les passeports et attendre la date du départ. Donc bref, les préparatifs sont... les préparatifs vont bon train. Est-ce qu'il y a un dernier peut-être aspect sur lequel vous voudriez bien insister avant qu'on clore cet entretien? Je voudrais peut-être profiter de votre antenne, remercier au nom de la Commission toutes les bonnes volontés qui interviennent dans cet exercice, le président de la République, le gouvernement, les agences, les médias que vous êtes, et aussi nos partenaires, l'Arabie Saoudite, pour tout ce qu'ils font pour faciliter à nos musulmans l'accomplissement de ce 5e pilier de l'islam. Merci beaucoup, monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, vice-président par ailleurs du Comité national du Hajj au Togo, pour toutes ces précisions. A signalé également dans l'actualité ce document à l'étude depuis ce matin. Il définit la stratégie nationale en matière d'énergie renouvelable. Vous le savez, c'est un défi aujourd'hui partout. Un accès plus facile pourrait bien réduire la pauvreté. Les précisions de Komou Boyodé. De l'énergie durable pour tous au Togo d'ici à 2030. Un pari que les autorités togolaises veulent gagner pour accentuer la relance de l'économie. Les énergies renouvelables restent l'ultime alternative face aux difficultés de plus en plus croissantes en matière d'approvisionnement énergétique. Et pour la réussite de cette noble ambition, des plans d'action nationaux sont préconisés pour l'atteinte des objectifs. On a des sites d'hydroélectricité, on en a jusqu'à 22 qu'il faut valoriser. Et on a un potentiel solaire, notamment dans l'extrême nord, qu'il faut aussi valoriser. Donc nous devons, d'ici 2030, construire des centrales de production d'énergie à base de sources d'énergie renouvelable jusqu'à 331 MW. Au niveau de l'efficacité énergétique, nos travaux concluent à une économie d'énergie d'environ 2000 gigawattheures d'ici 2030. Dans les ménages, il y a beaucoup d'efforts aussi à faire. L'utilisation des lampes à basse consommation. Donc en adoptant ce comportement aussi, on a vraiment beaucoup d'économies qu'on pourra faire. Et aussi dans l'industrie, nous préconisons, dans l'industrie ou dans l'hôtellerie, même dans les maisons, nous préconisons le remplacement des chauffe-eau électriques par des chauffe-eau solaires. Cette démarche s'inscrit dans le contexte des objectifs de la Commission de la CEDEAO face aux défis énergétiques dans la sous-région. Tout ceci pour une lutte efficace contre la pauvreté. La finance inclusive, nous l'annoncions tout à l'heure dans le courant de cette édition. Le Mali se met à l'école du Togo. Une délégation de ce pays est arrivée chez nous. Séance de travail aussitôt avec le Fonds national de la finance inclusive et ses partenaires. But du séjour, s'inspirer de l'expérience togolaise, appuyée, vous le savez, par le Benella. Rencontre, le reportage de Prudence Zissou. Le Togo s'est fortement illustré ces dernières années dans la promotion de la finance inclusive. Un engagement politique qui a amélioré considérablement le quotidien des populations les plus vulnérables avec la mise en place du Fonds national de la finance inclusive FNFI.
Plus d'un an après, ce fonds porte des résultats encourageants, ce qui suscite l'admiration et l'adhésion de certains pays de la sous-région, notamment le Mali, qui veut s'inspirer des expériences du Togo. C'est ce qui justifie la présence à Lomé de cette délégation malienne chargée de la mise en place d'un mécanisme de refinancement durable des systèmes financiers décentralisés. Elle partage avec les responsables du FNFI et ses partenaires les bonnes méthodes pour la réussite de leur projet. Nous avons noté avec satisfaction l'accueil et l'accompagnement qui, au regard des premiers résultats aujourd'hui, nous permet de dire que nous sommes sur une très bonne lancée dans la réussite de cette mission. L'expérience du Togo pourrait aider le Mali, en ce sens que nous-mêmes nous sommes sur un sentier aujourd'hui de mettre en place un mécanisme de refinancement durable au système financier décentralisé. La concrétisation de ce projet d'inclusion financière s'est faite en un temps record avec l'implication des institutions de microfinance qui ont véritablement adhéré à la vision des plus hautes autorités togolaises. Une démarche appréciée par l'ancienne ministre de la microfinance du Bénin, Rukia Madougou, qui accompagne le ministère du Développement à la base depuis le début du processus. Elle a aussi partagé avec la délégation malienne ses expériences en matière de la finance inclusive. Le défi majeur, qui est le premier défi, selon moi, en matière donc de promotion d'un secteur financier inclusif dans nos pays, c'est la dimension politique. C'est la volonté politique. Les pays où la volonté politique a été forte pour porter le besoin d'inclusion financière sont ces pays-là qui réussissent en matière d'inclusion financière. Et j'ai la fierté de dire que le Bénin a été un précurseur dans le domaine. Et le Togo également, aujourd'hui, en est une très belle illustration. Le Togo, comme j'ai l'habitude de le dire partout où je passe dans le monde entier pour parler d'inclusion financière, est l'une des expériences formidables. C'est-à-dire que le Togo a même mieux fait que le Bénin en termes de rythme, d'accélération, de la mise en œuvre des réformes nécessaires à l'inclusion financière. L'inclusion financière devient progressivement une réalité au Togo avec les différents produits du FNFI. Plus de 3000 bénéficiaires touchés en 2014 avec l'APSEF, accès des pauvres aux services financiers, le premier produit du FNFI. De nouveaux produits sont mis sur le marché cette année au profit des agriculteurs et des jeunes. Il s'agit de la GRICEF et de la JCEF. 650 000 bénéficiaires prévus d'ici la fin de cette année. Le gouvernement veut aller plus loin avec d'autres stratégies innovantes. Nous avons cherché à impliquer d'une certaine manière les institutions de microfinance. Parce qu'il y a un travail qui se fait déjà, qui est très élogieux. Mais la responsabilité de l'État, c'est de dire que nous voulons que les institutions de microfinance aillent dans tous les coins du Togo pour pouvoir assurer cette inclusion financière. L'autre chose qui est importante aussi, c'est les partenaires au développement qui accompagnent le pays. La Banque mondiale, la BAD, la BOAD, la BID, l'Union européenne, les chancelleries qui sont là, l'ambassade de France, les États-Unis, l'Allemagne. Nous les avons tous, le PNUD. Nous les avons tous aussi retrouvés autour d'une table pour partager avec eux cette vision que le président a pour le pays. Nous avons rencontré les bénéficiaires de nos différents projets. Parce que c'est eux, en fait. Donc il faudrait que ces bénéficiaires également, qui sont déjà organisés dans des groupements, dans des fédérations de groupements, que ces bénéficiaires puissent comprendre et de dire aussi ce qu'ils attendent de nous. Le défi est encore grand. Les 4000 villages du Togo seront pris en compte par ce projet qui est appelé à toucher en 5 ans 2 millions de bénéficiaires en termes de création d'emplois, des activités génératrices de revenus et des micro-entreprises. Dans le reste de l'actualité, la sonnette d'alarme des écologistes. Ils se font entendre en prélude de la 6e édition de leur journée. Sonnette d'alarme sur les risques de pollution dans nos Mali, bref, de tout ce qui concourt aujourd'hui à ce qu'on appelle les changements climatiques. Emmanuela Diaglo, Albertine Jacquin. La recherche des approches de solutions au changement climatique par la société civile rassemblée au sein du réseau Groupe de réflexion des organisations écologistes du Togo est une contribution à la réduction des conséquences du phénomène à travers certaines innovations. On était en train de réfléchir, on a fait des travaux pour ne pas toujours attendre ces fonds qui traînent à arriver. Comment nous pouvons mobiliser les fonds sur place pour des activités, les mécanismes innovants pouvant aider les acteurs à mettre en place des projets
sur l'atténuation et l'adaptation climatique. La sensibilisation, l'information, la formation constituent un moyen de lutte contre les dérèglements climatiques selon les acteurs à la base. Il faut leur dire, parler à la langue locale, que les méfaits, que les causes du changement climatique proviennent de la déforestation. Quand ils coupent les arbres, ils brûlent le charbon, ils font n'importe quoi, ça qui retarde les saisons. Le phénomène de changement climatique, un problème planétaire dont l'impact est très inquiétant, nécessite l'adhésion et la participation effective des parties en vue de faire face aux questions qui se posent. Il est 20h25. Claude Amand nous a rejoint à l'instant. Bonsoir Claude. Bonsoir Yosson. Les sports, c'est vous. Et on commence ce soir par on commence ce soir, Claude, par les arbitres de football qui sont depuis mardi en stage de renforcement de capacité. Organisé par la Fédération togolaise de football en collaboration avec la CAF et la FIFA, ce stage qui rassemble une trentaine de sifflets s'inscrit dans le cadre du programme de développement de la CAF et de la FIFA. Champion Toba. Qui apprend, se forme et se récite constamment est toujours à l'heure au rendez-vous de la connaissance et du savoir-faire. Une vérité que les arbitres d'élite togolais ont fait leur en acceptant l'appel à formation du comité de normalisation de la Fédération togolaise de football. Formation prévue pour s'étendre sur 5 jours et pour tourner autour de cours théoriques et pratiques. Cette année, on a un peu changé le module de formation. C'est vrai, les lois du jeu ne changent pas. C'est les mêmes lois du jeu que nous allons discuter avec les arbitres. Mais il y a ce qu'on appelle la méthodologie de la communication. On va beaucoup plus mettre sur l'interactivité, c'est-à-dire les arbitres eux-mêmes posent les problèmes à partir des images et on va discuter pour se mettre d'accord sur la conduite à prendre face à telle ou telle situation de jeu. L'amélioration du niveau de prestation des sifflets togolais reste la préoccupation de la Fédération togolaise de football. L'arbitrage est un domaine en perpétuelle évolution, donc ce stage permet à nos arbitres d'être formés aux dernières techniques de l'arbitrage et aux dernières modifications des règles de l'arbitrage. La FIFA a offert du matériel au département de l'arbitrage. Matériel composé de vidéoprojecteurs et montres électroniques. Un ensemble qui doit servir à la formation continue. Ce sur quoi le représentant du ministre en charge des Sports a insisté. Voilà pour la salle. Les pelouses maintenant avec les derniers matchs de barrage aller de la Ligue des Champions. Ça se passe en Europe. Évidemment, des rencontres qui se sont soldées par des fortunes diverses, en l'instar de l'AS Monaco qui a sévèrement chuté à Valence. 3-1. Monaco pas verni à Valence en barrage aller de la Ligue des Champions. 4e minute sur leur premier tir du match. Les Espagnols ouvrent le score grâce à Rodrigo après une remise de la tête de Sofiane Feghouli. Peu après le retour des vestiaires, run d'Anthony Martial qui centre, Ruben Vezo manque son dégagement et Mario Pasalic en profite pour égaliser. Mais 10 minutes plus tard, Valence reprend l'avantage contre le cours du jeu grâce à son capitaine Daniel Parreiro. Et après un pénalty oublié sur Anthony Martial, Sofiane Feghouli met fin aux espoirs de Monaco qui s'incline finalement 3-1. Le Celtic Glasgow impose son tempo face à Malmö. Dès la 3e minute, le Celtic Park s'enflamme pour le premier but de Leif Griffiths. Nirbiton double la marque avant la mi-temps et si les Suédois réduisent le score par Berget, Griffiths, l'enfant du pays, assure les arrières du club écossais qui s'impose au final 3-2 après un autre doublé, celui du Norvégien Berget. Dans les autres résultats de la soirée, le Shakhtar Donetsk s'est imposé sur le terrain du Rapid de Vienne. Égalité entre le FC Bâle et le Maccabi Tel Aviv, 2 buts partout. Le Dynamo Zagreb s'en sort face au club albanais Skander Bekorche grâce à un but dans le temps additionnel. Rendez-vous la semaine prochaine pour les matchs retour. Et ce sera, j'imagine, tout. Oui, c'est tout pour la Pas des Sports de ce soir. Gerson, Lamine et moi serons sur le plateau du Sport du Temple samedi. On vous suivra samedi prochain. On va refermer cette édition tout en couleur, tout en mouvement au Palais des Congrès de Lomé. Journée apothéose hier du 7e camp mondial des jeunes AUF International Youth Fellowship. Grand concert donc pour l'épanouissement et le développement spirituel mental de la jeunesse. Le récit, Kaf Djobo Ramdan Bassina. Le
L'ONG International Youth Fellowship, AYF, s'engage aux côtés de la jeunesse du monde entier afin de promouvoir son leadership. Et c'est à travers l'établissement des relations d'amitié, la culture du civisme et l'esprit d'entrepreneuriat. Le 7e camp mondial des jeunes, qui se tient à Lomé du 17 au 21 août, a été marqué par une appéteuse, une grande soirée culturelle riche en couleurs. Pour nous, depuis 2003, on a commencé des programmes de IOF. Mais pour nous, à travers IOF, c'est une organisation de ONG d'IOF pour changer de mentalité de la jeunesse. On est aussi en train de planter l'arbre de l'espoir, l'arbre de l'avenir, l'arbre de le rêve dans leur cœur. Nous faisons des campagnes d'IOF Togo propre. Avec ça, par notre étudiant, il peut aussi nettoyer partout côté de la ville. On les enseigne Togo propre, le cœur propre. Comme de cette manière, on a aussi installé des mentalités nouvelles. Pour ça, à travers IOF, on vous promet qu'on va aussi changer de toute la jeunesse Togo. Depuis son implantation au Togo en 2005, AYF mène de multiples actions pour apporter un vrai changement dans le cœur de la jeunesse. Formations et séminaires, services, volontariat, concerts et activités socio-culturelles. Des actions qui s'imbriquent étroitement avec la vision du gouvernement. C'est une occasion, en tout cas pour tous les jeunes venus d'horizons divers, de pouvoir tisser des relations d'amitié, tisser, vivre une certaine parfaite communion entre eux dans cette différence de culture. Et nous pensons que le gouvernement se bat au quotidien à travers le département en charge de la culture et de la formation civique pour tout simplement former ou forger un nouveau type de citoyen. Et c'est à travers la jeunesse, c'est par la jeunesse ou au bas âge que ce nouveau type de citoyen doit être forgé. Le groupe Chandelier a porté haut les couleurs du Togo au 5e camp mondial tenu en juillet dernier en Corée du Sud en remportant le 3e prix. L'épanouissement moral et spirituel de l'individu est une valeur fondamentale que promeut cette ONG coréenne auprès des jeunes. Ce dernier communiqué avant de refermer définitivement cette édition, communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, suite au lancement du concours d'entrée à l'École normale supérieure ENS d'Atakpamé, qui se déroulera le 4 septembre 2015, des demandes de dérogation spéciale sont parvenues au cabinet du ministère. À cet effet, tous les dossiers seront examinés et retenus en fonction des nouvelles dispositions. Les retardataires peuvent déposer leur dossier jusqu'au mardi 25 août à l'ENS Atakpamé. Voilà ce que dit ce communiqué. Et voilà qui met fin à cette édition du Soir. On retiendra le rapport d'audit des marchés publics passés en 2012. Un rapport plutôt concluant sur des avancées. Des goulots d'étranglement existent aussi encore. Note l'air un peu devant la presse ce matin. Ce rendez-vous tout à l'heure après ce journal. D'abord la météo, les prévisions avec Augustin Afambi, 21h15, l'antenne aux femmes, à suivre avec Dorothée Tabiou-Ibrahima. 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Djongodora, c'est dans Akebou, à l'Abbé en Guinée, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée.